vêtu, gare au grand méchant loup. Si tu n'es pas sage, attention, le loup va venir te manger. Le loup, un animal craint et mal aimé, alors à tort ou à raison. Pourquoi son retour en France et notamment ici en Nouvelle-Aquitaine suscite de violentes polémiques? Comment cohabiter avec le loup, notamment pour les éleveurs de brebis? Son retour sonne-t-il d'ailleurs le glas de l'élevage en pâturage? Bref, pour ou contre le retour du loup? Ce sont les questions dont nous allons débattre ce soir dans Disputant Doom avec nos invités. Nicolas Thierry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président environnement et biodiversité pour la région Nouvelle-Aquitaine et vous nous parlerez notamment d'un dispositif expérimental en Haute-Vienne. Émilie Ponce-Delaunay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éleveuse d'ovins à Imoutier en Haute-Vienne et vous êtes également secrétaire général de la coordination rurale de la Haute-Vienne. Nicolas Aubineau, bonsoir. Merci Bonsoir. aussi d'être parmi nous. Vous êtes éleveur d'ovins également et de chèvres à Arennes en Creuse. Alors vous êtes prêt à cohabiter avec le loup. Et Jeanne Dufour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de l'association Préservons nos troupeaux du loup en Limousin. Oui. Merci d'être là également. Et Jean-Jacques Rabache, vous êtes directeur de Limousin Nature Environnement, spécialiste de la biodiversité. Merci à tous d'être venus sur ce plateau pour débattre de ce sujet qui peut être vraiment hautement polémique. Alors un petit peu d'histoire pour commencer. Exterminé par l'homme, le loup a disparu de France en 1937. Il est devenu une espèce protégée en 1979 en Europe, car espèce menacée d'extinction. C'est la Convention de Berne. Depuis l'Italie où il subsistait, il a regagné les Alpes françaises en 1992, puis les Pyrénées, les Vosges, le Massif central. Et puis on commence à le voir en plaine. Et dès lors, le débat fait rage entre éleveurs et écologistes. Alors je me tourne d'abord vers notre éleveuse, Émilie. Le loup est-il déjà en Haute-Vienne ? Pour nous, oui. Sur le secteur des moutiers, on a eu toute une série d'attaques depuis maintenant plus d'un an, quasiment 2 ans. Des attaques qui ne se sont pas arrêtées. D'ailleurs, on trouve en ce moment des cadavres de chevreuils prédatés sur le secteur de Sainte-Anne, sur le secteur de Linard. Sur les premiers cas, on s'est demandé ce que c'était il y a 2 ans. C'était de la prédation qu'on ne connaissait pas, des prises à la gorge. Et après, on s'est rapproché. Donc, on a commencé entre éleveurs à en parler. On s'est rapproché d'éleveurs du sud de la France qui étaient concernés par le problème depuis déjà près de 20 ans. Et donc, sur leur conseil, on a fait des prélèvements sur les autres cas de prédation, donc depuis le printemps de l'année dernière. Et on a de l'ADN de loup qu'on a trouvé sur des carcasses. Alors, on y reviendra justement à l'ADN, aux différentes analyses, suivant que les analyses sont réalisées en France ou en Allemagne, on y reviendra. Nicolas Thierry, pour vous, est-ce que la présence du loup est avérée en Limousin, puisqu'elle a été avérée aux portes du Limousin, dans le Cantal et le Puy-de-Dôme? Des cellules de veille ont été créées en Corrèze et en Haute-Vienne il y a quelques mois déjà. Mais selon les spécialistes, le loup, il serait déjà effectivement bien là, en Limousin. Alors, il y a des suspicions, on l'avait dit, mais officiellement, il n'est pas présent. Et d'ailleurs, c'est un des enjeux de l'expérimentation dont on va parler, parce que l'idée, effectivement, c'est essayer de prouver sa présence, parce que c'est très important, parce qu'une fois qu'il est officiellement là, ça ouvre aussi des voies d'indemnisation pour les éleveurs. Donc il y a un enjeu très fort là-dessus. Mais officiellement, notamment pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il n'est pas encore arrivé officiellement. Alors effectivement, et pour dire qu'un loup est présent, que le loup est présent sur un territoire, qu'est-ce qu'il faut prouver? Il faut prouver qu'il y a plus d'un loup, forcément. De toute façon, les loups, en général, ils sont en meute, sauf quand il y a un loup qui s'en va d'une meute pour créer sa propre meute, c'est ça? Oui, alors il faudrait questionner l'ONCFS pour ça, mais ils ont un protocole très particulier pour avérer la présence. Et en effet, aujourd'hui, effectivement, d'après eux, les conditions ne sont pas réunies pour officiellement reconnaître sa présence. Après, je ne sais pas si on peut poser les choses comme ça, parce que de toute façon, même s'il n'est pas là aujourd'hui, on sait que c'est imminent, ou à très court terme, il va être là. Donc il faut s'y préparer de toute façon. Alors, on va partir dans les Pyrénées, puisque ça fait un petit moment déjà que les éleveurs sont confrontés à cette problématique. Une vingtaine d'éleveurs de brebis et de vaches étaient venus d'ailleurs dénoncer l'inaction de l'État face aux loups hybrides devant la préfecture de Pau. C'était en décembre dernier. Je vous propose de regarder le reportage de Nicolas Rançon, François Buisson et Elisabeth Gonzalez. Des cadavres de brebis devant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Cette fois, l'attaque s'est produite sur la commune de Lys vendredi dernier. Le porte-parole des éleveurs transhumants accuse le loup hybride.
Ils doivent s'en débarrasser, ce ne sont même pas des loups, ce sont des hybrides, des croisés de chiens. D'accord? Ils doivent le faire, ils ne le font pas. C'est pas à nous de le faire. Des éleveurs épuisés qui se sentent oubliés. Ça fait 8 mois que ça dure. Là, on est vraiment à bout. On arrive bientôt à 300 brebis. On est baladé depuis le début de l'été par les services de l'État qui se renvoient la balle les uns les autres. Il y a une recommandation dans la Convention de Berne qui dit que les hybrides doivent être éliminés, que c'est à eux de le faire, sous leur autorité, c'est à eux de le faire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on attend, quoi, qui nous débarrasse de ce problème, quoi. Il demande à l'État de donner le pouvoir aux maires d'organiser des battues. Bernard, lui, a perdu 11 brebis l'été dernier. On ne peut plus vivre comme ça, quoi. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai porté plainte contre X. J'ai fait un courrier au préfet et au procureur. Et je n'ai pas de réponse. J'attends une réponse. Et on est quand même le 10 décembre. Une délégation a été reçue par le directeur de cabinet. Un rendez-vous avec le préfet sera organisé la semaine prochaine. Des éleveurs qui repartent cette fois avec les cadavres. Mais ils ont prévenu, les prochains resteront devant la préfecture. Alors c'est un reportage qui avait été diffusé en décembre, mais qui pose bien en tout cas la problématique que rencontrent beaucoup d'éleveurs. Déjà, je voudrais qu'on pose aussi un petit peu les choses. Là, on parle de loups hybrides. Quelles sont les différences entre des loups et des loups hybrides, entre même attaques de chiens, de canidés et de loups? Jean-Jacques Rabache. Alors, bon, je ne suis pas un spécialiste du loup, mais plutôt de l'environnement, de la biodiversité. Mais effectivement, les loups sont des animaux donc, qui génétiquement en code génétique. Les chiens sont issus du loup. Et c'est vrai qu'en fonction des différents croisements, on va avoir la capacité entre ces deux espèces de se reproduire. Et effectivement, il y a des hybrides, c'est-à-dire qu'il y a des loups qui ne sont pas génétiquement purs, entre guillemets, qu'avec des gènes de loup. Mais ça, en plus, c'est une capacité qu'ont les espèces, justement, à évoluer. C'est ce qui leur permet aussi de s'adapter. Et c'est comme ça que se créent d'ailleurs des espèces. Donc, en fait, quand on a une espèce hybride, c'est effectivement qu'il y a de l'évolution naturelle entre les individus. Alors, l'enjeu, il est important aussi, j'imagine, en termes d'indemnisation. Jeanne Dufour, c'est pas pareil si on a une brebis, par exemple, qui a été attaquée par un hybride ou par un loup? Alors, à l'heure actuelle, parce que la question pourrait se poser pour les indemnisations, mais à l'heure actuelle, les analyses qui ont été faites, qui ont démontré qu'il y avait des hybrides, elles ont été faites par un laboratoire allemand, le laboratoire Forgen, qui n'est pas reconnu par l'ONCFS, qui eux font leurs analyses auprès d'Antagen. Et il y a justement une grosse querelle à ce sujet-là, puisqu'on voudrait que les laboratoires échangent leurs échantillons et leur base de données de comparaison. Et pour le moment, ça va être très compliqué, puisqu'il y avait récemment une rencontre organisée entre les deux laboratoires. En fait, il y a eu un laboratoire est venu le matin et l'autre l'après-midi. Ils ne se sont même pas vus. Donc ça veut dire que le laboratoire français dit non, ce ne sont pas des loups, ni même des hybrides Le laboratoire français dit ce sont des loups. Le laboratoire allemand, eux, a trouvé des hybrides. D'accord. Où on avait vraiment sur le même code génétique du chien et du loup. Qu'est-ce que ça change pour vous, les éleveurs? Les hybrides ne sont pas protégés par la Convention de Berne. La grosse différence, c'est ça. Et s'ils ne sont pas protégés par la Convention de Berne, ils ont le même statut qu'un chien divagant. Donc c'est-à-dire que c'est à l'État, même à la charge de l'État, de le détruire et de faire arrêter ses nuisances. Si un chien se met à attaquer des troupeaux, c'est à la charge de l'État. En revanche, il n'y a pas d'indemnisation si c'est un chien qui attaque... Si c'est un chien qui attaque les troupeaux, ça dépend des assurances des éleveurs, là. Alors, pour parler vraiment de l'indemnisation, puisque c'est effectivement un enjeu important, l'État a mis donc en place un plan loup qui indemnise les éleveurs, qui aide aussi à la protection et qui fixe un quota de loups à éliminer chaque année pour limiter sa progression. Alors en France, quand même, quelques chiffres. En 2017, 12 000 brebis ont été remboursées sur un cheptel de 17,2 millions d'animaux. Et je crois que ce sont 100 € qui sont remboursés par tête. Alors aujourd'hui, début 2019, les loups, selon l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les loups seraient 500, avec un taux de croissance de 12% par an. Voilà, c'est un chiffre qui continue à progresser, à évoluer. Et autre information aussi dans l'actualité, le jeudi 7 mars, donc dernier, il y a quelques jours, le président Emmanuel Macron a déclaré:
Aujourd'hui, on sait qu'on est passé au-dessus des 500 loups à travers le pays. C'est pourquoi le ministère a pris des dispositions très claires pour adapter le niveau des prélèvements. Donc, voilà, on peut tuer plus de loups et passer de 10-12 à 17-19%. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les éleveurs? Est-ce que ça vous satisfait déjà? Le problème du nombre de loups officiellement en France, déjà, c'est le problème de la méthodologie de comptage des loups. L'ONCFS fait un comptage des loups essentiellement avec les empreintes dans la neige. Donc, dans des territoires comme le Limousin, où il n'y a pas beaucoup de neige, voilà, surtout ces dernières années. Et puis, en plus, même dans certaines zones de montagne. Donc, le chiffre officiel est quasiment à multiplier par 2. Dans le sud, ils sont conscients qu'il y a quasiment, peut-être même plus que 2 fois plus de loups. Et tout ce qui se passe sur le front de colonisation, donc comme chez nous, ce n'est pas comptabilisé, ni les victimes, ni les animaux, les prédateurs présents sur le territoire. Nous, on a l'ADN de 2 individus sur le secteur des Moutiers. Ça, c'est des animaux qui n'existent pas pour l'ONCFS. Le front de colonisation, c'est la France en diagonale. Donc, voilà. Donc, l'annonce... Alors, juste sur ce point, l'annonce du taux de prélèvement, on va y revenir, mais sur ce nombre de loups, 500 loups en France selon l'ONCFS, des spécialistes du loup m'ont dit qu'il y avait sans doute beaucoup plus de loups en France. Nicolas? C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que c'est un chiffre officiel, mais en effet, c'est extrêmement compliqué d'avoir un chiffrage précis. Et du coup, ça pose aussi la question du taux de prélèvement. Parce qu'on sait que derrière ça, il y a aussi la viabilité de l'espèce. Et que, effectivement, si c'est 12%, ça peut maintenir la viabilité de l'espèce. Si on va à 19%, on ne sait pas, mais à moins qu'il y en ait 1000. Enfin, donc, il y a une vraie incertitude là-dessus. Et en effet, je suis d'accord sur le fait qu'il y en a certainement plus. Mais combien exactement c'est un vrai sujet. Après, le fond du problème, il est plutôt de savoir comment on se prémunit de ça et comment on anticipe l'arrivée du loup en Limousin. Parce que je pense que sur le chiffrage exact, on aura toujours beaucoup de mal, de toute façon, à avoir une vision assez précise. Alors, on va y revenir sur effectivement comment on se prémunit, comment on se prépare. L'autre Nicolas Aubineau, est-ce que vous avez eu des attaques de loups ou de canidés sur vos bêtes en Creuse? Non, pas de loup, ça j'en suis certain. De canidés, ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué dans le protocole d'indemnisation. On se retrouve, des fois, il faut déjà retrouver le propriétaire. Quand on le retrouve, les assurances, on n'est pas tous bien assurés. On sait qu'on est déjà couvert de charges en tant qu'agriculteur. Et c'est pas évident. Non, le loup, non, des canidés, ouais. Mais c'est un petit peu la même attaque quand même, parce que c'est souvent des pressions, tout ça, c'est du stress. Pour l'éleveur, les conséquences sont quand même les mêmes. On peut pas dire que de se faire attaquer par un loup ou un chien, ça pose un souci. La question qui se pose, c'est plus l'agriculture, je crois, qui est malade. Demain, c'est vrai que le loup, le chien m'attaque. C'est quelque chose, mais je vais pas aller tuer le chien du voisin. C'est quand même la question. Quelle agriculture demain on veut? Quel entourage on veut autour de nous? Et je crois que c'est plus une agriculture qui est malade. Est-ce qu'aujourd'hui, l'agriculture correspond à l'avenir, à ce qu'on veut donner demain? Qu'est-ce qu'on veut laisser demain sur cette planète pour nos enfants? Je crois qu'on parle de réchauffement climatique depuis des semaines, des années. Il faudra encore plus en parler. Il y a urgence climatique. Et que le loup, c'est la même problématique. C'est un petit peu aussi comme le glyphosate. Je crois que c'est une maladie de l'agriculture de ne pas savoir s'adapter à ce qui nous entoure. On éradique. On ne sait pas faire autrement aujourd'hui en agriculture. Alors, Émilie, je vous voyais un petit peu... Oui, non, là, je ne comprends pas trop des fois quand ça part comme ça, parce que les systèmes, en fait, qui vont être les plus vulnérables aux prédateurs, c'est les systèmes les plus respectueux de notre environnement, c'est-à-dire les systèmes plein air, ceux qui pâturent le plus. Donc on va aller au contraire de plus en plus vers une agriculture intensive en bâtiment. Les chiens, les attaques de chiens, ça a toujours existé. On compte une prévalence de une attaque tous les 5 ans en moyenne chez les éleveurs. Moi, j'ai jamais eu d'attaque de chien. Mon père a connu. Donc pour vous, c'est le loup, c'est certain. Oui. Non, mais c'est pas du tout le même mode opératoire. Dans plus de 90% des cas, les chiens sont retrouvés assez rapidement. C'est des attaques de jour. Enfin, ça n'a rien à voir. On voit bien que c'est pas mélanger le problème de l'agriculture aujourd'hui et le problème du loup, non, c'est pas... L'un va empirer l'autre, mais c'est pas... Pour certaines agricultures, pas pour tout.
C'est l'agriculture la plus vertueuse qui va souffrir, en fait. Les éleveurs de montagne, c'est des gens qui entretiennent des espaces où il y a une biodiversité extraordinaire, et c'est eux les premiers touchés par le fléau aujourd'hui, quoi. D'où l'enjeu, effectivement, et je vous donnerai la parole après, d'expérimenter effectivement un certain dispositif, ce que vous avez lancé il y a quelque temps ici en Haute-Vienne. Alors on va regarder tout de suite le reportage de Philippe Tanger et Nassuf Djelani, puis on en parle juste après. Fin avril 2018, là où je retrouvais une carcasse de brebis qui a été complètement dévorée en même pas 48 heures. Et j'ai retrouvé aussi la peau qui était à côté, tout aplatie le long de la colonne vertébrale. Et donc je pouvais rhabiller ma brebis. Donc ça, c'était des choses que je n'avais jamais vues. 3 prédations en 3 mois qui, selon Alexandre Pagnot, ne laissent aucun doute. Il s'agit d'attaques de loups. Il possède 750 brebis réparties tout autour de son exploitation. C'est pourquoi il s'est engagé dans cette expérimentation. Mieux connaître ce prédateur pour limiter son impact sur les élevages. Un appel au secours des éleveurs. Vendredi dernier, le conseil régional a débloqué une enveloppe de 50 000 €, mais surtout adopté une nouvelle approche, unique en France et présentée aujourd'hui. Constituer un réseau d'entente avec tous les acteurs ruraux, notamment les éleveurs, les chasseurs ou les naturalistes. Aujourd'hui, beaucoup de gens, de manière isolée, constatent des choses, des prédations, des pistes, peut-être des excréments dans la forêt, du poil dans les barbelés, etc. Et personne ne communique. Et l'idée, c'est pouvoir agréger tout ça et essayer d'avoir une connaissance politique, je dis bien, parce que si on parle de collectif, et scientifique, beaucoup plus fine. La gestion de ce réseau est confiée à 2 spécialistes des loups dotés d'une expérience internationale. Sur environ 2500 km² répartis sur les 3 départements du Limousin, ils vont collecter et analyser les données recueillies durant 3 ans. Objectif, mettre en place des mesures de protection adaptées à ces futurs résultats. L'animal, d'accord, il ne se montre pas et que l'animal, il est adaptable à tout. Donc s'il est adaptable à tout, lorsque il est là et qu'il se met à attaquer, c'est qu'il était là avant sans attaquer. Eh ben, il s'agit donc de retourner dans un animal qui n'attaque pas et faire en sorte de changer le comportement de l'animal. L'homme a mis 200 ans pour éradiquer les loups de toutes les régions de France. Parvenir à une nouvelle coexistence entre ses exigences économiques et un animal protégé, c'est tout l'enjeu de la démarche. Aujourd'hui, il ne reste que 200 000 loups sauvages dans le monde entier. Alors, Nicolas Thierry, pourquoi avoir lancé cette expérimentation ici, dans le département de la Haute-Vienne ? Alors déjà, je pense que les échanges qu'il y a eu, ça illustre bien la difficulté du sujet, parce qu'on doit concilier 2 choses extrêmement importantes. C'est comment on protège un modèle d'élevage aujourd'hui qui est très important, qui est demandé par la société, et justement avec un risque de basculer vers un élevage industriel qui est franchement abominable et qu'on ne veut pas. Parce que c'est le risque, effectivement, c'est que les éleveurs enferment leurs bêtes et il faut pour les protéger. Les éleveurs industriels ne sont pas concernés par le loup. Exactement. Dans il faut nos zones, nier. ce sera l'abandon de beaucoup d'espaces. Il ne faut pas nier du tout que ça pose une difficulté supplémentaire aux éleveurs qui vient s'accumuler avec beaucoup d'autres. Mais en tout cas, c'est une difficulté supplémentaire. Et il y a un deuxième enjeu qui est tout aussi important, parce qu'on vous l'avait dit, on est dans une crise environnementale, il y a un effondrement de la biodiversité et on ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on va éradiquer une espèce parce qu'elle nous dérange. Le droit d'exister d'une espèce ou de vivre, ce n'est pas négociable. Il y a 200 000 individus dans le monde, il y a 12 000 loups, je crois, en Europe. Donc il faut qu'on trouve un chemin de crête. Et en toute humilité, nous, on essaie, la région, d'initier cette expérimentation qui, pour le faire très court, se résume en 3 phases. La première phase, c'est créer un réseau d'entente sur le territoire, éleveurs, naturalistes, forestiers, voire des élus de petites communes, par exemple, qui entendent beaucoup de choses et qui discutent avec beaucoup de gens pour essayer le plus tôt possible d'identifier la présence du loup sur le territoire. Et ensuite, mettre à disposition des éleveurs volontaires un appui technique et scientifique pour justement, notamment à travers du pistage, des pièges photos, etc., pour essayer justement de comprendre comment le loup est en train de fonctionner sur le territoire. Et une 3e phase, hypothétique, si l'État donne son autorisation, pourquoi pas aller jusqu'à des captures non létales pour justement essayer des choses qui se font ailleurs, comme du stress sur les animaux pour qu'ils ne reviennent pas, puisque... Ça, ce sont des spécialistes, effectivement, qui prônent la capture du loup pour que le loup ne revienne pas, effectivement, près des troupeaux. Ce qu'ils disent, c'est qu'un loup mort n'apprend rien aux autres. C'est ça.
Alors, excusez-moi, juste une petite question. Vous m'avez dit tout à l'heure que le loup, il n'est pas officiellement avéré en Limousin, et pourtant, c'est ici que vous mettez en place cette expérimentation. Oui. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Non, parce que la première phase, je l'ai dit, c'est ce réseau d'entente. Et ce réseau d'entente, il doit être là pour... Parce qu'on sait qu'il va venir de toute façon, Voilà. même si officiellement, il n'est pas là. Et si ce réseau d'entente, justement, peut permettre de prouver plus vite possible que le loup est vraiment présent, ça va ouvrir aussi des indemnisations pour les éleveurs. Donc ça permettra aussi aux éleveurs de porter un dossier auprès de l'ONCFS et de l'État en disant on a travaillé et nous on vient la région comme une aide finalement. Qu'est-ce que vous pensez? Alors Jeanne et Émilie, qu'est-ce que vous pensez de cette expérimentation? Est-ce que vous y êtes associés et de quelle façon? Alors nous l'association, non, on n'est pas associés à cette expérimentation. La première partie, le fait de faire un suivi du loup et de toute façon de mieux le comprendre, ça, on ne peut que être pour, j'ai envie de dire. Ça ne peut que bénéficier à tout le monde. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est j'ai envie de dire, c'est le final, de dire, on entendait Antoine Nochy le dire dans le reportage, de dire on va rééduquer le loup. Parce que d'un côté, Monsieur Nochy dit qu'il a travaillé, on le sait, au Yellowstone sur le Predator Control, mais il connaît bien le loup, oui. Oui, mais il ne prend que la moitié de l'exemple américain. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu un article dans Le Monde en 2013, la première fois que M. Nochy a proposé cette expérimentation qui a été refusée à l'époque. Et quand il l'a proposé la première fois, l'article du Monde avait interviewé Carter Niemeyer, qui est le spécialiste, et Carter Niemeyer lui-même le dit. Il dit, on ne rééduque pas un loup. Un loup qui a commencé à attaquer des troupeaux, il continuera, ça ne marche pas. Il a dit que la capture s'empêchait les attaques pendant 1 jour ou 2. Ça n'a aucun intérêt. Piéger le loup pour mettre des colliers GPS pour le suivre, ça on est d'accord et on comprend tout, complètement. Par contre, nous dire on va rééduquer les loups et en les piégeant, le stress va les empêcher d'attaquer, on le sait avec l'exemple américain, ça ne marche pas. Les Américains, ils ont beaucoup moins d'attaques que nous, parce que quand un loup montre des signes d'habituation à l'homme, c'est-à-dire qu'il attaque des troupeaux, qu'il attaque des chiens, des animaux domestiques, ou juste qu'il s'approche des habitations, le loup est éliminé et toute la meute avec. Et c'est pas de l'éradication du loup. Le loup prolifère aux États-Unis, alors qu'ils appliquent cette politique-là. Je ne suis pas d'accord, mais Nicolas Thierry, dites-nous. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a eu des résultats probants aux États-Unis sur les captures non létales qui ont montré justement qu'on pouvait... Alors, il faut se dire les choses. La prédation zéro, elle n'existe pas. Par contre, ils ont montré qu'on pouvait considérablement baisser les prédations. Après, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que, vous voyez bien... Aller au bout de la méthode américaine. Oui, mais aller au bout... Alors, on va au bout, d'accord. Quand on parle d'éradication, est-ce que vous pensez aujourd'hui... Non, on ne prend pas... Je vous dis, je ne parle pas d'éradication. Une vraie régulation, tout à fait. En fait, des individus. Des individus selon le comportement de l'individu. Ce qui est fait aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, il y a des tirs on ne tire pas systématiquement tous les loups qui montrent des signes d'habituation à l'homme. C'est pas vrai. À part à Bormes-les-Mimosas. Le temps d'avoir l'autorisation de tir, c'est pas forcément l'individu qui attaque qui est tué. Alors, il y a quelques individus qui sont tués en plus en battu, donc ça rime à rien. Et les individus peuvent se spécialiser leur meute en fait sur les animaux domestiques. Il faudrait qu'il y ait une réaction beaucoup plus rapide sur l'individu attaque, voire même s'approche des zones d'activité humaine. C'est ce qui fait aux États-Unis. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout ça. On n'a pas du tout ça en France. Non, ça on est d'accord. Et pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous, éleveuse, vous demandez l'éradication du loup? Non. Non. Soyons clairs, pour nous, pour la coordination rurale 87 et pour la coordination rurale nationale, la présence des loups est incompatible avec l'élevage. Là, vous êtes sur le même plan que la FDSEA de la Haute-Vienne qui s'est prononcée également sur une cohabitation impossible entre éleveurs ovins et loups. Tant que les choses sont comme ça, tant que la réglementation est comme ça et que l'espèce est surprotégée comme ça, il n'y a pas d'avenir pour l'élevage plein air. On parle en plus des ovins et caprins, mais on ne parle jamais des bovins. Il y a quand même de grosses conséquences aussi sur les bovins, des pertes directes. Il y a de plus en plus d'attaques, effectivement, que l'ONCFS reconnaît très difficilement parce que ça augmente encore considérablement le coût
des indemnisations. Un veau, c'est plus de 800 €. Et les risques, en plus, pour les éleveurs, avec des troupeaux qui deviennent très nerveux. Il y a un éleveur qui s'est fait tuer dans le Cantal début septembre par une vache, et il s'avérait que c'est parce que le troupeau était harcelé par les loups. Il y a un veau qui a été retrouvé tué une semaine plus tard. Voilà, donc il y a vraiment de très lourdes conséquences pour tous les... Tout type d'élevage plein-air, et même pour le loisir. Les gens qui ont des chevaux, des ânes, il y a eu des attaques d'élevage d'ânes dans le sud, là, des chevaux de particuliers. Est-ce que les éleveurs, d'ailleurs, ont déjà réussi à cohabiter avec le loup? Parce que finalement, le pastoralisme, il s'est développé avec la disparition du loup. Il y a une étude de l'INRA là, qui est très intéressante. Il y a une étude de l'INRA qui est très intéressante là, sur les moyens de protection et sur en fait, la faillite des moyens de protection en France, comme c'est appliqué aujourd'hui, donc chiens, clôtures, machin, etc. Et quelques tirs de temps en temps quand c'est un peu trop. Et en fait, il montre que les systèmes qui fonctionnent de par le monde, c'est quand il y a une réciprocité. Réciprocité d'attaque, risque létal. Enfin, voilà, attaque et réciprocité, risque létal. Et il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Nicolas, vous vouliez... Oui, par rapport au pastoralisme. Par rapport au pastoralisme, il s'est développé, enfin, c'est pas le pastoralisme qui s'est développé, c'est les troupeaux. Il faut se dire que oui, l'agriculture, elle a besoin d'être présente sur les massifs qu'on a en France. Elle a besoin, c'est elle qui l'entretient, c'est elle qui fait qu'il n'y ait pas des avancées de forêt, parce qu'aussi, toutes ces choses-là. Mais autrefois, c'était plusieurs éleveurs. Aujourd'hui, on se retrouve qu'avec qu'un éleveur qui a l'équivalent de plein de troupeaux. Et quand je disais que l'agriculture est malade, c'est peut-être là le problème. On se retrouve avec des troupeaux et des dimensions d'éleveurs, des élevages qui sont beaucoup trop grands pour être assurés par une personne tout seul, des charges de travail. Est-ce que l'activité n'est pas assez rémunérée? Et voilà, c'est toute la question. Et quand je parlais de Mélanie, de l'agriculture, la rémunération d'un agneau, c'est très faible aujourd'hui. Il faut beaucoup d'agneaux. Et le système incite à ce qu'on ait de plus en plus d'agneaux pour créer de plus en plus, générer de plus en plus de revenus. Si les éleveurs, eux, étaient rémunérés à la juste valeur. Alors, il y a des solutions, la vente directe, mais tout le monde, je viens de la Creuse, si tout le monde en Creuse, tous les éleveurs se mettaient à faire de la vente directe, on n'a pas assez de population en Creuse. Il faudra bien nourrir Paris, et ça fait partie de l'agriculture. Mais demain, il faut une vraie valeur. En plus, je crois qu'on a un rôle par rapport à la société. Il faut que nous, agriculteurs aussi, on assume. On est subventionnés, parce qu'on est mal rémunérés. Mais aujourd'hui, c'est aussi une forme... Les consommateurs attendent un produit de plus en plus vertueux, aussi meilleur, etc., fait qualité. Et je crois que nous, éleveurs, quand on reçoit aussi des subventions, que le système soit pas bon, la PAC, j'y suis, il est mal fait. On est tous d'accord là-dessus, quels que soient les syndicats. C'est un débat qui est clair. Mais je crois qu'on a aussi le devoir, on a une société qui en attend d'un produit de qualité. Et comme le loup, comme d'autres thématiques qu'il peut y avoir, on doit être aussi garant de l'environnement et garant de ce qui nous entoure. Et est-ce que finalement, et là peut-être, je vous rejoins, c'est un moment, peut-être le loup, c'est la goutte d'eau aussi qui fait déborder le vase, parce que les agriculteurs vivent pas forcément toujours très bien de leur métier. Et est-ce que voilà, le loup, c'est pas la goutte d'eau qui fait que les éleveurs qui sont parfois déjà pris à la gorge, finalement, c'est financièrement parlant, ils peuvent pas accepter qu'il y ait de la perte. Est-ce que c'est pas là le fond du problème? Il y a plein de gouttes d'eau là. Il y a la miase sur la miase de la Forcia sur le nord du département. Il y a plein de gouttes d'eau. Il y a une réalité économique. Je pense qu'une attaque de loup sur un troupeau de brebis gestantes, s'il manque 100 agneaux à la fin, c'est une catastrophe économique. Mais puis il y a aussi la réalité de la violence, en fait, de retrouver les bêtes. La violence psychologique, la fatigue. Voilà, c'est vraiment pour les gens qui sont concernés toute l'année. Les témoignages qu'on a des gens du Sud, c'est très très dur. Et donc c'est pas une goutte d'eau, c'est carrément, là, c'est un tsunami qui passe sur l'exploitation. Je comparerai pas ça à juste un petit ras-le-bol qui se rajoute. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est d'un ordre beaucoup plus important. Alors, la problématique du loup est prégnante dans certaines régions depuis plus longtemps qu'en Limousin. Dans le sud de la Meuse, par exemple, en Lorraine, Marc Auman élève 500 brebis, mais depuis 2013, ce territoire est devenu le terrain de chasse d'un ou de plusieurs loups. Et les mesures préventives semblent être un échec. Regardez ce reportage de France 3 Lorraine qui a été diffusé le 22 août dernier. Alors, l'attaque a eu lieu dans ce tout petit enclos qui se situe vraiment à 20 mètres de ma bergerie et vraiment à proximité des maisons d'habitation, puisque la première maison d'habitation est à 100 mètres.
C'est dans cet enclos qu'une brebis a été tuée et partiellement dévorée par un loup, tandis qu'une autre a été blessée au cou. L'attaque est la deuxième de la saison sur le troupeau de Marcoman. On ne peut pas dire qu'il en est surpris. Installé depuis 2013, l'éleveur a déjà subi 8 attaques, mais cette fois-ci, le loup a fait ses victimes à l'intérieur d'un enclos qui respectait toutes les normes officielles. Donc, comme vous pouvez le voir, il est constitué d'un grillage, d'un Ursus, avec un fil barbelé au-dessus, plus un fil barbelé en dessous. Ensuite, il y a un fil qui est électrifié juste au-dessus, à hauteur de 1,10 m, 1,20 m, et un autre fil électrifié à l'extérieur de l'enclos, à 30 cm de haut. Donc c'est ce que les services de l'État nous demandent, et on se rend compte que ce système a quand même ses limites. Ici, à Brixé-aux-Chanoines, Marc élève un troupeau de 500 brebis. Depuis 2013, cette zone, au sud de la Meuse, aux confins des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle, est devenue le territoire de chasse d'un ou plusieurs loups. Pour Marc, l'heure est venue de pouvoir se défendre. Tous les moyens de protection qui ont été mis en place jusqu'à l'heure actuelle ont leurs limites. Voilà. Donc maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir protéger nos troupeaux. C'est-à-dire que vous devriez pouvoir tirer sur le loup quand il vient près de chez vous ? C'est pouvoir se défendre, tout naturellement. Ces tirs de défense ont peu de chances d'être accordés car le loup est un animal protégé. La semaine dernière, plusieurs associations écologistes ont obtenu du tribunal administratif de Nancy l'annulation d'arrêtés préfectoraux autorisant dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle des tirs contre ce même canidé. Selon le tribunal, les moyens mis en place pour la protection des troupeaux étaient insuffisants. Alors, pouvoir tirer sur le loup et finalement se défendre, ça a été évoqué tout à l'heure. Est-ce que ça pourrait être une solution ? Jean-Jacques Rabache, qu'est-ce que vous en pensez de cette solution ? Alors, il faut rappeler qu'on est face à un problème, effectivement, c'est l'homme confronté à la nature. Le loup, ce n'est qu'un révélateur, hein. Ce n'est pas que l'agriculture qui est confrontée à l'environnement. Toutes nos activités se sont construites contre l'environnement. Et effectivement, quand naturellement une espèce qui fait partie de notre environnement revient dans nos activités, on n'y est pas adapté. Alors, tuer le loup ou tuer l'individu qui nous embête, ça peut être une solution, mais attention, il n'est pas officiellement arrivé encore en Limousin. S'il passe le nombre d'individus, des moutons par exemple, qu'ils sont tués, je veux dire, c'est rien par rapport à ceux qui vont être tués pendant le transport, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une disparition des moutons, c'est-à-dire qu'il faut aussi peut-être peser le pour le contre. Il y a un rôle affectif important, je suis conscient que les gens soient affectivement importants. Par contre, tuer le loup, c'est une chose qu'on pourra toujours faire, c'est-à-dire qu'on a... On a la puissance, on a les armes, on a les produits chimiques. Donc si un jour on est débordé par le loup, on pourra éventuellement, l'homme sera toujours plus fort. Mais il n'est pas encore là. Hein. Donc est-ce que l'on peut justement mettre en place et prendre le temps de mettre en place une activité qui va se développer comme elle aurait pu se développer si on n'avait pas éliminé le loup ? Il y avait du pâturage avec des loups. Il y avait des techniques, il y avait d'autres façons de faire. Les enfants, oui. Comment ? Les enfants qui gardaient les troupeaux mais, aussi. Non, alors, le but, c'est pas refaire ce qui avait été fait avant. C'est-à-dire, est-ce qu'on a la capacité, l'homme a la capacité de se construire avec l'environnement et pas contre l'environnement ? C'est tout le problème de l'éducation. Donc nous, effectivement, sur les associations de protection de l'environnement, on est très attentif à ce qui se passe. On suit le retour de cette espèce, mais comme d'autres, il y a des grenouilles, des abeilles, d'autres espèces qui bougent et on les observe. On n'est pas sûr non plus que le spécialiste du loup en Amérique soit bien adapté à ce qui va se passer en Limousin, parce que ce n'est pas la même configuration, de même que le loup, ce qui se passe dans le Mercantour, dans les Pyrénées, il aura peut-être un comportement différent, parce que c'est un animal qui va aussi agir. Observons, faisons preuve un petit peu d'intelligence, c'est-à-dire regardons, et comme en plus on a l'intelligence, la technique, peut-être aussi des moyens financiers, à mobiliser et politiques pour aider les personnes qui font de l'agriculture, je suis d'accord avec vous, on n'est pas obligé de faire ça ou l'activité, je vais dire, industrielle. Il faut préserver ce type d'activité, mais elle s'est construite parce qu'il n'y avait pas de loup. À titre d'exemple, il y a quelques années, on a eu, nous, un pisciculteur qui était embêté par une loutre, parce qu'effectivement, il n'avait jamais appris à élever du poisson dans un pays où il pouvait y avoir de la loutre. La loutre est revenue naturellement dans les rivières en Limousin. Le même principe que ce qui se passe avec le loup, elle reprend sa place là où on lui interdit plus de le faire. Eh bien, au lieu effectivement de détruire cet animal, on a cherché à travailler ensemble et on est arrivé à des mesures de protection qui permettent actuellement aux pisciculteurs de cohabiter parce qu'on a appris à découvrir cet animal. Alors les mesures de protection, on parle souvent, quelles sont-elles aujourd'hui ? Alors il y a par exemple des clôtures, mais on a vu que ça ne suffisait pas toujours. Il y a les chiens, les fameux patous des Pyrénées. Est-ce que vous avez déjà testé ces remparts contre le loup ? Les moyens de protection, ils ont été... De toute façon, ils sont très largement testés parce que toutes les zones où le loup est là depuis longtemps,
il y a les clôtures, il y a les chiens, il y a ce qu'ils appellent, il y a les fladeries. Ils sont en train de mettre au point des colliers à mettre sur les brebis avec des répulsifs. Ils ont essayé des signaux sonores, des signaux lumineux. Et oui, ça fait baisser les attaques. Ça ne les arrête pas. Il n'y a pas de moyens. Mais est-ce qu'il faut les arrêter totalement? Est-ce que vous, éleveurs, vous n'êtes pas prêts à peut-être avoir un pourcentage de pertes? Est-ce que ce n'est pas ça la solution finalement? Oui, mais enfin, le problème aussi, c'est qu'un éleveur, quand il qui se fait tuer une brebis, on va lui rembourser sa bête au prix de la boucherie. Déjà, pour la remplacer... C'est quoi, c'est 100 € à peu près par bête? C'est combien? Ça dépend en fait, si c'est de la production de viande ou de la production laitière. Et ça dépend si on veut vraiment acheter la paix sociale sur le territoire ou pas encore. Oui. Ça va de 100 €, voire même 40 € pour une réforme, à 800 € pour une laitière dans les Alpes, où ils veulent vraiment qu'il n'y ait plus de problème. Et il y a des éleveurs qui vivent de ça dans les Alpes et ils ne s'en cachent pas. Le problème, c'est qu'il y a toutes les pertes indirectes qui ne sont pas prises en compte. Et ce que je disais tout à l'heure, une attaque sur un lot de brebis en gestation, déjà il y a les avortements, etc., plus le stress qui est généré, il y a des pertes qu'on ressentira quelques mois plus tard, et là directement sur le revenu. Et pour les... Oui, alors Nicolas, on parlait d'attaque de canidés, et moi vous m'aviez dit, votre père a dû avoir de la chance d'en avoir une tous les 5 ans. Moi je suis installé depuis 2006. Une tous les 5 ans, c'est la statistique. Voilà, j'ai été au moins attaqué depuis 2006 4-5 fois, dont par le husky du voisin. J'avais pris ça sur une émission précédente comme exemple. Ce husky, avant d'identifier, il m'a fallu 1 an et demi. Alors le stress entre le loup et le chien du voisin, il est le même. Un troupeau où je pouvais plus mettre mon propre chien qui m'aidait à rentrer le troupeau, à travailler avec au quotidien. Des brebis qui avortent, gestantes. Et je crois que la cause, c'est pas le loup, c'est ce stress, oui. Et ce stress, qu'il soit canidé ou loup, il est présent. Et quand je prenais l'exemple du chien du voisin, je n'ai pas tué le chien du voisin. Je n'ai pas cherché à éradiquer. Je suis allé voir mon voisin. C'est vrai que là, j'ai eu, mais il m'a fallu quand même 1 an et demi avant de découvrir que c'était Siouski qui, au départ, s'est amusé avec le troupeau. Et puis, au bout d'un moment, a trouvé, hop, en a attrapé un, et puis a pris le goût de la viande, etc. J'ai perdu une dizaine de brebis. Indemnisées, on en parle des indemnisations, c'était l'assurance de la personne, j'ai reçu 100 €. Oui, il y a un travail génétique, il y a tout un travail qu'on fait, on essaye de sélectionner pour que nos troupeaux soient mieux adaptés au milieu. Certains la prolificité, etc. C'est son choix, le choix de chacun. Mais je crois que la problématique, elle est la même. Et on ne peut pas, à un moment, éradiquer tout ce qui nous entoure. Il faut accepter, j'ai cette perte du voisin à cause du chien du voisin. 1 mois et demi après, c'était un Rottweiler qui est venu attaquer, qui a pareil recréé un stress, et j'ai vu tout de suite le troupeau réavoir le même stress. Ça fait partie aussi de la vie. Il faut qu'on s'adapte. On a humanisé. Et comment est-ce que vous vous adaptez, vous? Comment vous protégez d'ailleurs vos Comment je protège? J'essaye. Une présence. Je ne serais pas capable aujourd'hui d'accueillir le loup sur l'exploitation. Le système n'est pas du tout capable. J'ai des champs avec des clôtures tout simples, mais je pense qu'il y a des moyens de sécuriser. Il y a dans certaines régions d'Italie ou les régions italiennes aux alentours. Vous y avez travaillé? Moi, j'ai travaillé dans le Mercator côté français. Ouais. Là, c'était une grosse difficulté. J'ai même été sur un des lieux où 800 brebis étaient tombées dans un ravin. C'était plus le stress. Un loup ne peut pas tuer 800 brebis. Voilà, c'était quelque chose. Je suis venu après l'attaque. Et en Italie, quand on parlait avec les Italiens, qui ont des plus petits troupeaux, ils ont mis certaines régions, pas partout, c'est pas sur toute l'Italie, ils ont créé des bâtiments en altitude, ce qui fait qu'il y a une présence, ça demande une présence humaine, mais on regère le troupeau. Alors, on va pas mettre les enfants, les petits-enfants, le voisin, etc. Mais on limite. Vous disiez tout à l'heure, le loup attaque la nuit. Mais la première chose. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit les chiens attaquent essentiellement de jour. Le loup attaque tout le temps. Mais déjà, on peut se protéger. Pardon, je me suis trompé. Le loup attaque la nuit et le jour. La nuit et le jour. Et souvent, quand le berger est en difficulté, quand il y a du brouillard, quand il n'y a pas de visibilité, quand il passe dans un. Parce qu'en plus, le loup est intelligent. Et d'une intelligence énorme. Attaquer un avant du troupeau avec un loup et à faire attaquer la meute derrière. Ça, il est brillant dans l'intelligence. Mais on peut limiter. En protégeant la nuit, en allant dans des pâturages, parce que les patous, pour l'avoir vécu, sentent que la présence du loup, éviter certains pâturages, etc. Et chez nous, on peut le faire. Ça peut remettre aussi en cause le système qu'on a, c'est-à-dire qu'autour du lieu, moi j'ai un espèce de pâturage qui est un petit peu plus loin de la ferme, je peux peut-être créer un vrai parc sécurisé. Je ne parle pas de grillage et d'électricité, il faut peut-être que là, la région, l'État prenne en compte et mette des vrais grillages peut-être à 2 mètres, ça peut être une solution, mais aussi, c'est-à-dire que je rentre mon troupeau tous les jours. Je vais aussi avoir un contact différent. Je peux remettre en place du pâturage tournant qui peut aider des choses. Et, voilà. Et en fait, je peux aussi en faire un atout.
demain pour ma production, diminuer les charges, diminuer un système de production. Moi, je crois qu'il faut le voir comme déjà au contraire, du pâturage tournant. Je vois mes brebis tous les jours, et sur les deux fois par jour. Il n'empêche que sur des périodes comme l'agnelage ou quand on est dans les travaux de culture, etc., il y a un moment, il y a une réalité. Et là, je renvoie à une étude de l'INRA, parce qu'en France, il y a un peu que l'INRA qui fait des études là-dessus, sur les moyens de protection. C'est les moyens de protection sur les grands cosses de l'Aveyron. Ils ont fait une étude, une projection, quel avenir économique pour les exploitations, avec une projection selon différents scénarios de mise en place de moyens de protection. Il y a beaucoup en fait d'exploitations qui sont en lait pour le roquefort et il y a quelques exploitations qui sont allaitantes. Et je vous passe un peu tous les détails, mais elle est disponible sur Internet. Et au final, que l'éleveur ne change rien à ses pratiques ou que l'éleveur, au contraire, mette tout le monde en bâtiment, il reste quasiment plus qu'un petit tiers des exploitations laitières roquefort qui restent viables économiquement. Parce que la mise en place des chiens, des clôtures, même avec la prise en charge de l'État, ça engendre un tel coût pour l'exploitation, plus la charge de travail, que c'est parfois effectivement difficile à réaliser. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement il y a autant de discours finalement presque d'éleveurs, j'ai envie de dire, chaque éleveur a sa vision des choses. Je vous propose tout de suite d'écouter un éleveur, lui, qui grâce à ses chiens a évité une attaque. Ces 3 chiens ont tué un loup. Reportage dans la Drôme, dans la réserve des Hauts Plateaux du Vercors. Reportage donc de Jean-Christophe Pain et Cédric Le Poitvin. Lui, c'est l'Anatolie, César. César. Je peux le caresser, moi, vous croyez? Allez-y. Ouais. Vous lui parlez, puis c'est bon. Alors. Voilà l'un des 3 chiens qui se sont battus avec le loup. C'était le 15 septembre, en pleine journée, sur l'alpage du Jardin du Roi, dans la réserve des Hauts Plateaux du Vercors. Le combat aurait duré au moins 30 minutes, selon les bergères. Mais ils l'ont bu, le loup. Ils l'ont bu. Les chiens sont partis après, et c'est là qu'après il y a eu le combat. Moi, c'est tout ce que le monde dit. Sur cette photo prise par un garde de la réserve, on découvre un loup mâle d'environ 30 kg, âgé entre 2 et 3 ans, l'âge auquel les loups sont rejetés par la meute pour aller conquérir leur propre territoire. Les analyses révèlent un animal très affaibli. Il s'était peut-être battu avec d'autres loups avant d'affronter les chiens de protection qui l'ont mis à mort en le mordant à la gorge, selon plusieurs témoignages. Ils sont efficaces, ils ne seront jamais à 100%, mais ils minimisent les attaques. Si on n'avait pas des chiens, ce serait une véritable catastrophe. Ah oui, ce serait un carnage permanent, quoi. Ouais. Parce qu'on dit souvent, les chiens de protection, en fait, ça fait juste fuir les randonneurs et le loup pas tellement. Ah non. Vous dites pas ça, vous? Ah non. Ah ouais, heureusement qu'on les a. On doit les avoir. Tout tir contre le loup est strictement interdit dans cette réserve naturelle nationale. L'efficacité des chiens de protection est donc un enjeu encore plus important qu'ailleurs. Cet été, les gardes de la réserve ont officiellement constaté 23 attaques de loups contre les troupeaux, une trentaine de victimes sur les 16 000 brebis en estive sur les hauts plateaux. Nous, on est sur des chiffres au niveau de la réserve en termes d'attaques qui sont fluctuants d'une année sur l'autre, avec globalement une tendance à la baisse ces dernières années. Alors après, oui, en termes de constats et de victimes, on est sur une baisse et une stabilisation. Ce loup des hauts plateaux, c'est seulement le 2e cas de mort ayant impliqué des chiens de protection cette année en France. Avec 39 loups tués par tir autorisé et 4 loups braconnés, le plafond de prélèvement fixé par le plan loup est déjà atteint pour toute l'année 2018. Ce plafond vient d'être relevé, 8 loups supplémentaires pourront donc être tués jusqu'au 31 décembre, sur un effectif global estimé de 430 individus en France. Voilà, alors les chiffres ont été effectivement revus à la hausse ces dernières semaines. Je me retourne vers les éleveurs. Vous avez des chiens ? Non. Pour vous défendre? Non. Moi, je n'ai pas de chien de protection. Pourquoi, d'ailleurs? Est-ce que ça ne pourrait pas être une solution aussi? Alors, il y a des cas où ça peut être une solution pour
Là, comme dans des zones comme ça où ils n'ont pas les autorisations de tir, disons que ça va limiter le nombre de victimes par attaque. Par contre, ça va augmenter le nombre d'attaques. Comment ça ? Il y a plus d'attaques de loups. Les loups attaquent plus. Ils tuent moins d'animaux par attaque, mais ils attaquent plus. Ça, c'est ce qui se passe. C'est les chiffres. Dans le sud, il y a plus d'attaques avec moins de victimes, en fait. Il y a deux problèmes avec les chiens de protection. Déjà, il y a le coût et la mise en place. En plus, dans nos systèmes où on valorise au maximum les surfaces herbagères, donc on a plusieurs lots dehors. Moi, j'ai jusqu'à 7 à 8 lots dehors, donc il faudrait avoir au moins 2 chiens par lot. Voilà, on se retrouve avec un éleveur de chiens. Et la cohabitation, là, pour le coup, avec les autres utilisateurs de la nature. Parce que là, les chiens, ils ont tué un loup un peu faiblard. Mais ils vont attraper pareil, le chien des promeneurs, le chien de chasse. Voilà, il y a énormément de problèmes avec les autres utilisateurs de la nature. Il y a beaucoup de procès d'éleveurs. Sachant que c'est la responsabilité directe de l'éleveur, parce que c'est son chien. Comme tout propriétaire de chien, on est responsable des actes de son animal. Nicolas Thierry, donc c'est pas forcément la bonne solution d'avoir un chien protecteur du troupeau. On l'a vu dans le reportage. Je pense qu'encore une fois, il ne faut pas parler de prédation zéro, parce qu'on sait de toute façon, quoi qu'on fasse, on peut faire toutes les expérimentations du monde, toutes les protections du monde, on pourra baisser les prédations, mais la prédation zéro, elle n'existe pas. Donc en fait, c'est une question de priorité politique. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on ne veut plus. En tout cas, la population, et elles ont raison, ne veulent plus d'élevage industriel. En tout cas, on en veut de moins en moins, c'est de moins en moins accepté. Donc la question, elle est politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de l'argent public ? Est-ce que l'argent public, aujourd'hui, on continue à accompagner l'élevage industriel dont personne ne veut, qui multiplie les scandales sanitaires, etc. Ou est-ce que, par exemple, dans la PAC qui arrive là en 2020, on essaie d'avoir une cohérence politique et de se dire qu'on ne peut pas demander l'impossible aux éleveurs en plein air non plus. C'est-à-dire, on leur demande d'avoir une viande de qualité, on sait qu'ils sont dans une pression énorme, et en même temps, on leur dit, on leur demande de vivre avec des revenus qui sont précaires, souvent, malheureusement. Donc, c'est une question. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent public ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut à la fois préserver une espèce comme le loup, qui est une espèce protégée, et à la fois garantir un élevage tel qu'on le souhaite, comme ici, il faut réorienter les politiques publiques, réorienter l'argent public, et s'il faut augmenter les plafonds, les indemnisations, accompagner plus les protections, etc., il faut le faire, parce que la priorité, elle est bien là, et elle n'est pas dans l'élevage industriel. Vous avez une mission difficile quand même. Je pense que c'est pas moi, c'est le monde politique. Il faut entendre ce que veulent les gens. Mais vous aussi, en tant que défenseur de la biodiversité et d'un certain mode aussi d'agriculture et d'élevage. Oui, parce que l'élevage tel qu'il est présenté là, il est aussi bon pour la biodiversité. Et le prédateur, le loup, il a aussi un rôle dans la chaîne alimentaire, il régule les ongulés, etc. Et encore une fois, on ne peut pas dire à l'autre bout de la planète qu'on veut que les tigres et les lions, par exemple, cessent d'être tués, et ici pas montrer l'exemple. Mais tout ça est une question de priorité politique. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent public ? Et l'argent public, aujourd'hui, à mon avis, doit être fléché sur la manière dont vous pratiquez l'élevage. C'est ce que vous attendez aussi, du coup, finalement, plus d'argent public ? Non. Nous, on n'attend pas plus d'argent public. On attend on attend qu'il y ait une vraie réaction et une vraie régulation, en fait. On veut vivre de notre métier. Là, je parle pour la coordination rurale, parce que je suis là aussi pour la coordination rurale. On veut vivre de notre métier et il n'y a pas de honte à vouloir vivre de son métier et pas de l'argent public. Quand on parle de régulation, à partir de combien ? C'est-à-dire que à partir de ceux qui attaquent. À partir de ceux qui attaquent les troupeaux. Oui. Une régulation ciblée. Oui, mais à partir de quand on considère que il faut réguler, parce que. Si ça attaque. Et c'est d'ailleurs là où l'expérimentation est intéressante, parce que si par contre le suivi des loups fonctionne bien, ça fait une vraie base pour faire de la régulation ciblée, et que si on tire un loup, ça soit à bon escient. Parce qu'on n'est pas pour l'extermination. La vraie question qui est derrière ça, c'est que quand on ne connaît pas la population de loups sur le territoire, la régulation, à partir de quel moment elle assure la viabilité ou pas de la population de loups ? Je pense que... Donc, je finis juste là-dessus. Si par exemple, on va dans le sens de se dire les éleveurs peuvent effectivement tirer quand il y a un individu, ou on le disait, c'est le maire qui donne l'autorisation, comment on fait un suivi et comment on s'assure que la population est viable à long terme. Et c'est pour ça que l'importance du cadre aussi. Si on veut faire de la régulation vraiment ciblée, comme aux États-Unis, de toute façon, ce n'est pas l'éleveur qui tire.
ni les chasseurs du coin. C'est des brigades loups spécialisées et qui travailleront avec les outils de suivi justement que vous proposez de mettre en place et qui sont intéressants pour la connaissance du loup déjà, mais qui peuvent être intéressants pour mettre ça en place. Parce que comme le disait Émilie tout à l'heure, c'est pas à nous d'avoir un fusil. On est entièrement d'accord. Tout comme on ne peut pas assurer la surveillance tous les jours, 24 heures sur 24 de notre troupeau, on ne peut pas être avec un fusil pour tirer. C'est à l'État, l'État nous a imposé ça, et c'est à l'État d'assumer ça. Mais mettre en place des vrais spécialistes. Voilà, avec un vrai il y a déjà des brigades loups, mais d'aller plus loin. Mais on peut se rejoindre sur l'idée, et c'est le but de l'expérimentation, que de toute façon, il faut qu'on gagne en connaissance. C'est ça. Je crois qu'on est tous d'accord. À la fois sur la présence, sur le comportement, etc. Et c'est au moins la première étape. Oui. Et c'est ce que disait d'ailleurs un spécialiste du loup, c'est Jean-Jacques Blanchon, président de l'association Oumbaba, ancien conseiller pour la biodiversité de Nicolas Hulot à la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et je vais quand même le citer. Il disait « Une société capable de vivre avec le sauvage est capable de connaître assez l'animal pour l'inciter à adopter un comportement le moins gênant possible pour les humains. Or, le dispositif scientifique français, donc aujourd'hui, est incapable d'apporter à l'État les réponses dont il a besoin pour protéger les éleveurs et leur apprendre à vivre avec le loup. Car il ne s'intéresse qu'au point de vue des hommes par rapport à leur troupeau, jamais au point de vue du loup, de ce qui le commande et de comment il fonctionne en tant que prédateur sur son territoire au moment de l'attaque. Ça veut dire qu'en fait, on ne connaît pas le loup aujourd'hui en France. On a oublié comment fonctionnait le loup. Tout a été fait pour cacher en fait la présence du loup et permettre son expansion, mais que les populations locales soient absolument pas informées. Et d'ailleurs, je pense que même l'ONCFS, ils savent pas où ils en sont avec le loup aujourd'hui. Si dès le départ... Je tiens juste à préciser qu'on les a invités aujourd'hui pour ce plateau, mais qu'ils ont décliné l'invitation. Si dès le départ, il y avait eu un vrai suivi scientifique, si dès le départ, il y avait eu les loups qui étaient de revenus, donc peut-être naturellement, étaient suivis, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. On n'en serait pas là avec des éleveurs à bout à qui on dit c'est du chien, c'est du blaireau, c'est je ne sais quoi. Voilà. Il y a eu un défaut de gestion dès le départ. D'ailleurs, c'est intéressant quand on parlait de population locale, parce que moi qui ne suis pas agricultrice, j'élève un peu de chevaux, mais à titre privé, les gens qui vivent sur le territoire du loup, qui ne sont pas éleveurs, sont absolument pas au courant. Et ça n'impacte pas, ce n'est pas qu'un problème d'éleveurs. D'ailleurs, quand on reprend l'exemple américain, les zones où il y a des loups installés, les populations sont informées, savent comment se comporter, qu'il ne faut pas laisser traîner de nourriture, qu'il faut fermer les chiens la nuit. Les gens... Il y a une gestion et une information à faire auprès des populations qui en France n'existe absolument pas. Alors, même dans les Alpes où ils sont là depuis très longtemps. Un exemple dans le Var, c'est l'actualité aussi, à Bormes-les-Mimosas, ça y est, les habitants savent qu'il y a le loup. C'est l'actualité. Il y a quelques jours, un loup a été abattu le 14 février, donc c'était il y a un mois. Il a été tué donc à Bormes-les-Mimosas par les gendarmes. C'est le gardien d'un camping fermé à cette saison qui a donné l'alerte. Il a été effrayé par l'animal sauvage. Reportage tout de suite de Monsieur Boudard et Madame Renard. C'est dans ce terrain de camping de Bormes-les-Mimosas, fermé en cette saison, que le loup a fait son apparition. Il était 8h15 du matin lorsque Thierry Morlot, le responsable technique du domaine, a eu la surprise de se retrouver face à l'animal. Il réussit à prendre quelques photos du loup avant de se replier dans son véhicule. Il s'est trouvé coincé à cet endroit-là, parce que ça fait comme un genre de chicane. Et là, je suis descendu de la voiture. Et en fait, là, il m'a attaqué. Enfin, il m'a pas attaqué, mais il était prêt à bondir, quoi. Vous avez eu peur? Ah, j'ai eu peur, ouais. J'ai eu peur parce que c'est quand même une bête impressionnante, avec les crocs. Quand il montre les crocs, quand il y a le poil hérissé sur le dos, enfin, c'est quand même surprenant. Hein. On n'est pas habitué à ça. Le loup s'enfuit alors en direction du quartier résidentiel de la Favière. C'est là que les gendarmes le retrouvent et décident d'abattre l'animal qui se montre menaçant. Des gendarmes qui n'ont pas souhaité s'exprimer car ils ont reçu des menaces de mort pour avoir tué le loup. Alors, fallait-il abattre un animal protégé? En avait-il le droit? L'adjoint au maire de Bormes-les-Mimosas, chargé de la sécurité, pense que les gendarmes ont simplement obéi au principe de précaution. N'oublions pas que l'animal traverse un centre-ville qui est fréquenté. Nous sommes en période scolaire, il fait beau, les gens promènent. Imaginons un peu que le loup attaque un adulte, un enfant. On aurait reproché au service de l'État leur inaction.
Dans le quartier de la Favière où le loup a été abattu, les rares habitants présents en cette période hivernale ne semblent pas inquiets de cette apparition du loup, car elle est rarissime. Ils se plaignent bien davantage des nuisances causées par les sangliers. Et en même temps, j'ai envie aussi de vous poser une question. Le loup est-il dangereux pour l'homme ? Oui. Non, alors, sans oui, hésiter, à ma gauche, non, à ma droite. Il y a assez de cas répertoriés. Il y a encore eu 2 femmes au Tadjikistan, il n'y a pas longtemps. Oui, non, mais c'est des peuples qui vivent avec le loup. Et d'ailleurs, ils ont des problèmes là, d'attaque sur les hommes, sur les humains, parce qu'on leur a interdit les fusils. Renseignez-vous. Oui, il y a eu... Le comportement du loup m'a fait beaucoup rire dans le reportage, parce que la personne a commencé par dire « j'ai été attaqué par le loup ». Et c'est comme un animal. Moi, des fois, quand je coince le bélier dans le troupeau, si je le coince dans un coin, quel est le réflexe ? C'est de me foncer dedans et de s'échapper. Excusez-moi. Mais non, le réflexe d'un loup... Non, ça, c'est pas possible. Le réflexe d'un loup, tout animal sauvage, vous croisez un sanglier, c'est exactement la même chose. Son premier réflexe, c'est de fuir ou de se défendre. Et la réaction d'un loup, et quand on voit la réaction de l'humain, la première réaction qu'a eu le monsieur, j'ai été attaqué. Alors, il s'est repris tout de suite, il n'a jamais été attaqué. Qu'un chien montre les crocs quand il se sent menacé, c'est pareil. Jeanne ? Il y a des cas de prédation sur l'homme, et je dis bien de prédation, pas des loups acculés. En France, non, il y avait pas. Jusqu'à il y a 30 ans, il y avait pas de loup. De tous les protecteurs du loup, ils disent depuis 50 ans en France, il n'y a pas eu de mort à cause du loup. Quand le loup n'est pas là, il n'attaque personne. Ça va pas être dur à prouver, ça. Alors, je vous avoue qu'en préparant l'émission, j'ai eu un spécialiste du loup qui m'a dit que oui, il fallait craindre le loup, il fallait en tout cas le connaître et apprendre à s'en méfier, que le loup pouvait être dangereux aussi pour l'homme. Si vous voulez un exemple très documenté, où il y a eu une enquête de police, des analyses ADN, tout ce qu'il faut, en mars 2010, en Alaska, donc on n'est pas dans un pays sous-développé, on est d'accord, une femme de 32 ans qui faisait son jogging, les loups sont venus la chercher sur la route. Il y avait de la neige au sol. Donc ils ont pu reconstituer le tout. Elle s'est battue avec eux, ils l'ont traînée sur 50 mètres et elle a été consommée par les loups. Les hommes qui sont arrivés sur place ont retrouvé ses restes. Il y a eu une enquête de menée, les loups ont été retrouvés, ça a été comparé par ADN que c'est ces loups-là qui avaient attaqué cette femme-là. Ils n'étaient pas positifs à la rage, parce que je la vois venir. Et ils étaient... c'est toujours l'argument. Quand il y a des attaques sur l'homme, on dit c'est des loups enragés. Non, il y a des attaques... Et c'était des loups qui étaient bien portants, dans le sens qu'ils présentaient un bon embonpoint, ils n'étaient pas affamés. Le loup, c'est un prédateur... S'il n'y a pas de cruauté là-dedans, on est d'accord. Il fait son travail de prédateur et il va vers la proie la plus facile. C'est un super prédateur selon effectivement les spécialistes. Il va vers la proie la plus facile et si à ce moment-là, la proie la plus facile, c'est un humain, il ira vers l'humain. C'est un comportement normal de prédateur. Jean-Jacques Rabache. Il y a des gens en forêt, il y a des arbres morts qui tombent dessus. En forêt, on va enlever tous les arbres. C'est-à-dire que systématiquement, dans notre environnement, on peut effectivement être victime d'un sanglier, d'un loup, d'un requin, d'un ours. Il faut savoir que cette planète... Il faut aller se baigner, quand même. Non, mais je veux dire, on a le droit. Cette planète, on la partage avec des millions d'espèces qui nous entourent. On ne leur laisse pas la capacité d'évoluer. Nous, effectivement, on sait qu'on est plutôt anti-nature. On a éliminé plein d'espèces pour pouvoir vivre dans notre bulle technologique ou technique. Mais on ne laisse même pas d'endroits pour que cette faune sauvage puisse vivre et se développer. Alors effectivement, si on occupe tout le territoire, elle vient en friction sur nos zones. Le cas dont je vous ai parlé, vous savez ce que c'est, l'Alaska Non, mais je ne parle pas de l'Alaska. Comme quoi un cas d'attaque est possible dans une zone qui n'est pas surpeuplée d'humains. Combien d'articles on n'a pas encore eu de loups en France. Ils sont avérés qui sont installés. On est en train de faire le procès du petit chaperon rouge. La question, c'était de savoir si le loup pouvait attaquer potentiellement. La réponse oui. est oui. Comme il peut y avoir, j'ai vu une fois une buse qui a attaqué un touriste. On peut avoir... Mais c'est un individu. On vend toujours le mythe du loup inoffensif. Il faut dire que le loup n'est pas un animal inoffensif. En fait, il ne faut pas, pour vous mettre d'accord, on ne peut pas trancher. Le loup peut être dangereux, mais dans certains cas précis. Le loup ne se nourrit pas de l'homme. Par contre, effectivement, comme n'importe quel animal, le loup peut, dans certaines circonstances, il peut être fou, il peut être déviant, parce que c'est pas tous les loups. Il peut y avoir des individus, mais le loup, il va vers la proie qui est la plus facile pour lui, comme tout prédateur. On ne sait pas. Quel est le nombre Non, c'est pas ma conclusion à moi. Par rapport au nombre de rencontres entre la présence humaine du loup, le loup, rencontre humaine et loup, quelle est la proportion d'attaques ? Quelle est la proportion ? Combien de morts par des chiens ? Combien de labradors qui ont tué des enfants ? Mais les chiens, on vit avec dans notre maison. Ça n'a rien à voir. Donc tout à fait.
Non, mais on ne demande Alors, pas, on demande pas de supprimer tous les labradors Jeanne, Émilie, peut-être ce que veulent dire aussi ceux qui défendent l'environnement, c'est est-ce que vous pouvez aussi concevoir que on est aujourd'hui effectivement dans une période où la biodiversité a un petit peu mal. Alors voilà, c'est ça aussi le danger. C'est pas parce qu'on n'a pas le même point de vue sur le loup qu'on ne défend pas l'environnement. Ça n'a rien à voir. Moi, j'entends là, on vit contre la nature, on travaille contre la nature. Moi, je me sens pas du tout contre la nature. Moi, je vis avec la nature. Et vous ne voulez pas que le loup disparaisse non plus totalement? Ah oui, le loup peut vivre s'il ne pose pas de, s'il me laisse continuer mon travail avec la nature et dans la nature, le loup ne me pose pas problème. Alors c'est pas ça, vivre avec la nature. Alors le débat va devoir c'est accepter les contraintes. Non, on peut pas tout accepter. Non. Il y a des endroits, il peut y avoir de la grêle. Et voilà, le débat va pouvoir continuer après cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On doit rendre l'antenne. Merci en tout cas à tous. À bientôt et bonne soirée sur NOAH. Merci à tous. Merci. Merci. Vous avez